Immigration, une épine dans le pied de Joe Biden. Chaque jour, des centaines d'enfants traversent la frontière avec le Mexique, profitant de la politique plus libérale de la nouvelle administration. Les républicains l'accusent d'avoir créé une crise. Et 27 millions de dollars de compensation pour la famille de George Floyd, conséquences sur le procès du policier responsable de la mort du père de 5 enfants. Les nominations pour les Oscars, les femmes et les minorités au tableau d'honneur. Ici Claude Porcella à Washington. Bienvenue à cette nouvelle édition de Point USA, une émission hebdomadaire qui s'adresse plus particulièrement à un public francophone avec pour objectif de discuter en français de l'actualité américaine en compagnie de René Lake, analyste politique et directeur de presse, Dennis Beaver, avocat et chroniqueur juridique à Bakersfield, en Californie, et Herman Cohen, ancien secrétaire général d'État adjoint américain. Depuis l'investiture de Joe Biden, un afflux croissant de migrants, en majorité des enfants non accompagnés, franchissent la frontière avec le Mexique dans l'espoir d'être admis aux États-Unis. Il y en a eu près de 10 000 en février et leur nombre ne cesse d'augmenter au rythme de quelques 500 nouveaux arrivants par jour. Ils sont arrêtés et placés dans des centres temporaires. Pour parler de cette situation qui s'aggrave au fil des jours, nous avons avec nous deux invités, Géraldine Tissot-Brown, avocate à Los Angeles, et Emilio Viano, professeur à la School of Public Affairs de l'American University ici à Washington. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Emilio, est-ce que Joe Biden n'a pas tendu d'une certaine façon lui-même son propre piège en disant pendant sa campagne que s'il était élu, il autoriserait pendant ses 100 premiers jours tous ceux qui se sentaient opprimés à venir aux États-Unis? Naturellement, c'est un grand problème pour lui maintenant parce qu'il y a beaucoup de monde, particulièrement de l'Amérique centrale, qui ont dit oui, nous irons aux États-Unis et elles sont arrivées. On parle de presque 4 000 jeunes gens, seulement jeunes gens, déjà ici aux États-Unis, et des milliers de personnes en marche vers la frontière entre le Mexique et les États-Unis. C'est un problème très grand pour Biden, aussi parce que, en raison de la confusion qui accompagne cette situation imprévue, pas prévue, la presse déjà critique qu'il n'y a pas suffisamment d'accès aux institutions où ils se trouvent les réfugiés et des informations sur ce que l'État va faire. Ainsi que dans un certain endroit, il semble que Biden est accusé de faire la même chose que Trump, dans le sens de cacher de la nation ce qui se passe, de la presse, comment on traite les réfugiés et de peut-être être coupable aussi de maltraits, pas de soins suffisants, particulièrement dans le cas des enfants et des jeunes gens. Oui, comme vous le disiez, Emilio, les républicains accusent Biden d'avoir créé une crise. D'ailleurs, interrogé par une commission du Congrès, le ministre de la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, répond, ce n'est pas une crise, c'est un défi. Géraldine, selon vous, crise ou défi? Alors, écoutez, moi, je pense qu'on peut le qualifier de crise, mais comme il y en avait déjà une à la frontière. C'est-à-dire que si vous regardez la situation, c'est qu'il y a un système qui est cassé, un système qui ne fonctionne pas au niveau de l'asile. C'est pas une situation créée par la nouvelle administration qui essaye de corriger des politiques qui ont été mises en place sous l'administration précédente. On pense notamment au MPP, qui est le programme de protection des migrants qui force
forcer les gens qui ont demandé l'asile à rester à l'étranger, à rester au Mexique et à attendre que leur cas soit traité. Et donc ça, c'est une des politiques que les républicains reprochent à Biden d'avoir mis fin à ce programme, autorisant les gens à rentrer pendant que leur demande d'asile est en cours, mais la situation à la frontière n'a pas changé dans le sens où les demandes sont toujours fermées, hein, c'est-à-dire que seulement les gens qui ont des demandes de MPP en cours peuvent demander l'asile à l'heure actuelle. La frontière est toujours fermée. Ils utilisent l'emergency nationale, hein, donc la crise sanitaire, le titre 42, pour renvoyer des gens qui se présentent à la frontière. Il n'y a pas de nouveaux demandeurs d'asile. Le problème, c'est un problème de messaging où cette nouvelle administration a dit qu'elle voulait être plus humaine, plus orientée sur effectivement l'accueil des asiles et recommencer à les traiter. Et les gens ont pris ça pour venez à vous présenter à la frontière. Mais à l'heure actuelle, ils se font renvoyer quand ils se présentent à la frontière, d'où le taux d'entrée illégale. C'est bien parce que le système d'asile est fermé. Denise Beaver, vous êtes républicain. Pensez-vous que le président Biden a commis une erreur? Oui, oh là là, quel cauchemar! Ça, c'est quelque chose, on regarde ça à la télévision, des milliers de gens, des enfants non accompagnés. Et quand je vois ça, je pense quelle maman, papa peut faire ça avec les enfants 3, 4, 5, 6 ans. C'est cruel, c'est monstrueux ce qu'ils font. Et Biden, non, venez tout le monde, hein, on vous aime. On n'a pas suffisamment d'argent pour les vétérans des guerres, pour les homeless, les gens sans abri en Amérique, qui vivent dans les rues. Et on veut inviter les milliers de gens du monde entier comme ça. Oh là là, dingue, n'est-ce pas? Herman Cohen, du point de vue diplomatique, quel effet cette situation a-t-il dans le monde? Et ça fait du tort à notre image, n'est-ce pas? Mais quand même, c'est mieux qu'avec Trump. Trump a mis des enfants dans les cages. Ça, c'était dans toutes les télévisions du monde, n'est-ce pas? Mais Biden est plus humanitaire. Il y a les enfants qui sont dans les centres. Mais avec les adultes, c'est la même chose. Un adulte arrive à la frontière, il est renvoyé. Et les déclarations de Biden sont intéressantes. Il a dit, juste hier, il a dit, si vous voulez l'asile, restez chez vous, dans votre pays. Ce n'est pas nécessaire de venir à la frontière. Vous pouvez faire la demande chez vous. Et il a dit aussi que tous les adultes qui arrivent à la frontière sont renvoyés. Donc, ce n'est pas une grande différence qu'avec Trump. Pensez-vous, Géraldine, que les Dreamers ont quand même une bonne chance de pouvoir rester aux États-Unis? Alors écoutez, ça c'est problématique parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez tous, le House vote sur le Dreamers Act. Et effectivement, cette mauvaise image à la frontière, hein, même si en fait je rejoins Herman, hein, la situation n'a pas changé, la politique de Biden est à peu près la même que la précédente et les très progressistes lui reprocheront d'ailleurs de ne pas faire assez pour les demandeurs d'asile. Donc la situation n'a pas changé et malheureusement ça risque de faire un peu basculer l'opinion publique sur la situation des Dreamers qui est pourtant normalement qui rassemble un peu des deux parties. Hein. Across the line, tout le monde est d'accord de penser qu'il faut un statut permanent et ouvrir la porte à la citoyenneté à tous ces gens qui sont venus en tant qu'enfants et qui se sont enregistrés dans le programme en faisant confiance au gouvernement. René Lake, l'administration démocrate, d'une façon un peu étonnante, refuse aux journalistes de visiter les centres où sont hébergés les enfants, ce que Trump, pourtant pas particulièrement ami avec les médias, n'avait pas fait. Alors, René, manque de transparence de la part d'un gouvernement qui avait pourtant promis de ne rien cacher aux Américains. Oui, Trump ne l'avait pas fait. Les conditions dans lesquelles les journalistes ont pu parfois visiter, comme vous vous en souvenez, étaient très contrôlées.
Mais c'est vrai que bon, il avait un point supplémentaire. Il y avait au moins un minimum d'accès. Et Hank le disait là tout à l'heure. Biden, on lui reproche aujourd'hui de reproduire les mêmes pratiques. Alors, leur justification, c'est quoi? C'est d'expliquer qu'ils sont en phase de transition. Ils sont en train de terminer les abris temporaires, et que dès que cela sera fait, la situation reviendra à la normale. Donc, les journalistes auront accès à ces réfugiés, en particulier aux enfants. On parle de plus de 3500. Alors, juste un petit point, Claude, sur ce que disait tout à l'heure mon ami Denis. C'est vrai que je peux comprendre que d'un point de vue du monde industrialisé, on puisse se poser ce type de questions. Comment des parents peuvent-ils lâcher comme ça leurs enfants, les envoyer tout seuls pour pouvoir, parce qu'ils ont plus de chances d'être acceptés s'ils y vont seuls qu'avec des adultes. Mais pour quelqu'un comme moi qui vient d'Afrique, qui vient de pays où les gens sont très pauvres, où ont pu connaître la misère, je me souviens de ce cas très précis, Claude, vous devez vous en souvenir à l'époque, même en tant que journaliste, de ce jeune petit garçon à Monrovia que sa maman a mis dans ce bateau là qui partait avec ça avait fait le tour du monde à l'époque. La misère parfois dans certaines situations est telle que c'est un acte d'amour pour le parent que de laisser son fils ou sa fille partir dans ces conditions. Donc ces questions-là sont pas des questions simples. Mais ceci dit, je comprends que politiquement, c'est un sérieux problème que Biden a entre les mains là. Oui, Biden demande aux migrants de rester chez eux, dans leur ville, dans leur communauté. Est-ce que vous pensez que ce message va être entendu et surtout suivi? Ouais, ça on va voir, mais j'en doute. Hein. Vous savez, si vous regardez bien, Hank le disait un peu là, quand on parle un peu au plan international. Qu'est-ce qui se passe? Pratiquement, j'ai presque envie de dire que tous les gouvernements de gauche, tous les gouvernements un peu libéraux sont tout le temps confrontés au même problème. D'un côté, quand la droite est aux affaires, ils condamnent la droite en disant, écoutez, elle a des comportements inhumains, elle ne respecte pas les minimums de règles par rapport à l'asile, etc. Et dès que la gauche arrive aux affaires, ils sont pris au piège de leur propre discours. Donc, du coup, tout le monde se dit, oh, c'est la gauche qui est aux affaires, ce sont les libéraux qui sont aux affaires. Tout le monde accourt et au résultat, au plan interne, la situation se retourne contre eux. Politiquement, c'est quelque chose qui ne se passe pas et ça ne passera pas, ce qui se passe aujourd'hui pour Biden. Donc, c'est une très, très grosse difficulté. La morale en politique, ce n'est pas toujours très facile à gérer. Les élus républicains veulent maintenant que Biden poursuive la construction du mur si cher à Donald Trump et l'accuse même de violer la loi parce qu'ils disent que l'argent pour les travaux avait été approuvé par le Congrès et par conséquent, cet argent ne peut pas être utilisé autrement. Emilio, est-ce que cette plainte est valide? Oui, je suis d'accord naturellement que c'est l'heure de cesser de construire cette mur parce que ce n'est pas seulement question d'argent, mais aussi de la destruction de l'environnement dans cette région entre le Texas et le Mexique avec des conséquences très négatives sur la faune, les animaux sauvages qui vivent dans cette région, et aussi pour l'économie locale, parce que l'IA, j'ai passé un peu de temps dans cette région, particulièrement en Laredo, et il y a une économie très forte, commerce très étroit entre les Mexicains et les Américains. Quand il n'y avait pas vraiment de frontières, il y avait des gens qui marchaient au Mexique à faire des achats et les autres dans l'autre direction. Ça a cessé maintenant, est fermé complètement. Il y a même des fermiers, des agriculteurs qui ne peuvent pas accéder à son propre terrain, à son propre terre pour l'agriculture parce que maintenant, il y a naturellement cet obstacle. Alors, c'est un désastre, pas seulement du point de vue humanitaire ou du point de vue économique, mais aussi du point de vue de la protection de l'environnement et du commerce local et des relations entre les populations transfrontières et aussi l'accès pour les agriculteurs à ses propres terres. Je pense que la décision de Biden de cesser de faire ça est aussi, je pense, confirmée par le fait que c'est très difficile de maintenir cette muraille
dans cette région pour les raisons du climat, etc. Et c'est un coût énorme pour les États-Unis. Il y a aujourd'hui des technologies qui permettent de contrôler la frontière assez bien sans cette muraille du Moyen-Âge. Alors, évidemment, les républicains vont utiliser cette question de l'immigration lors des législatives de l'an prochain. Ils ont déjà commencé leur critique. Herman, comment pensez-vous qu'ils vont prendre avantage de cette situation dramatique et s'en servir pour essayer de regagner la Chambre et éventuellement même le Sénat l'an prochain? Il y a une certaine couche de la population américaine qui a peur de l'immigration pour des raisons racistes. Il faut voir des choses réalistes, n'est-ce pas? Quand ils voient des hispanophones, ils voient des Africains qui arrivent, des gens de couleur, ils ont peur certains gens ont peur que les Blancs vont perdre le contrôle du pays. Et c'est comme ça que les républicains vont chercher à gagner la population qui ont voté pour Trump. Mais en général, je crois que ça ne peut pas marcher parce que la plupart des Américains viennent des immigrants, n'est-ce pas? Moi, mes parents sont nés en Latvie, en Lituanie, et presque tout le monde de ma génération sont comme ça. Donc, je crois qu'ils ne vont pas gagner des sièges dans le Congrès avec cet argument. Il faut chercher autre chose, à mon avis. Puis évidemment, il y a ceux qui disent que ce n'est pas tout à fait juste d'admettre des gens qui viennent illégalement aux États-Unis, alors que ceux qui ont suivi la filière normale doivent attendre des années. C'est en tout cas un sujet sur lequel, j'en suis sûr, nous aurons l'occasion de revenir. Restez avec nous dans un instant de la compensation de 27 millions de dollars à la famille Floyd et son impact sur le procès du policier responsable de la mort de George. La municipalité de Minneapolis a accordé 27 millions de dollars à la famille Floyd pour la mort de George. Cela semble une somme faramineuse, mais comme l'a noté la représentante du Missouri, Cori Bush, 27 millions de dollars, est-ce que c'est vraiment le prix d'une vie humaine? Depuis la mort de Trayvon Martin, les villes ont dû payer un total de près de 100 millions de dollars pour les dérapages de leurs forces de l'ordre. Ne pensez-vous pas que cet argent serait mieux utilisé à réformer les méthodes policières, à donner aux policiers un meilleur entraînement pour qu'ils n'utilisent la force qu'en dernier recours? Je pose la question à chacun d'entre vous, je ne sais pas. Emilio, vous voulez commencer à nous donner votre opinion sur cette affaire? C'est une somme considérable, 27 millions de dollars, qui peut vraiment créer des problèmes, comme on le sait déjà, avec le procès du policier qui l'a tué, parce qu'il représente, si vous voulez, déjà une sentence, une décision de culpabilité. C'est une somme pas ordinaire dans ce type de cas, et il y a ceux qui se préoccupent qu'il pourrait influencer le juré qui pense que si la ville a donné tant d'argent, c'est parce qu'ils savent que le policier est coupable. C'est en train de présenter des problèmes assez graves pour le juge et aussi pour tout ce qui se réfère à où avoir ce procès. Comme vous savez, il y a eu d'autres cas, bien de cas naturellement, des personnes tuées par les policiers. Mais un des plus fameux a été le de Rodney King, qui enfin n'a pas été tué, mais battu sauvagement près de Los Angeles il y a des années. Et à la fin, ils ont demandé de transférer le procès de Los Angeles à une région Simi Valley qui était occupée en majorité par des Blancs, des fermiers, etc.
Et il n'a pas été surprenant que ce groupe de jurés a décidé que les policiers avaient raison et que Rodney King se méritait d'être sauvagement abusé par la police. C'est toujours le jeu ici aux États-Unis de trouver le juge meilleur ou, dans ce cas aussi, la région meilleure pour avoir le procès avec sympathie pour les policiers et ou mépris ou diffidence ou peut-être peur de mort. Géraldine et Denis, vous êtes tous les deux avocats. Alors, si Derek Chauvin était votre client, ne demanderiez-vous pas l'annulation au motif, comme le soulignait Emilio, qu'il était impossible d'avoir un jury impartial? Tout à fait. Il n'a pas commencé. Ah ouais, tout à fait. Puisque, comme Emilio vient de dire, 27 millions de dollars, ça veut dire quelque chose. Oui, on pense qu'il était coupable. Donc, à mon avis, le peuple, l'État contre Chauvin, ils vont faire ce qu'on appelle un plea bargain. Ils vont négocier un plaidoyer, quelque chose moins qu'il voit maintenant, et ces possibilités de vraiment faire passer toute sa vie en prison, puisque c'est impossible, c'est quasi impossible d'avoir les membres du jury qui seront neutres. Géraldine, que penses-tu? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'on sait l'historique et on voit le cas de Breonna Taylor qui vient d'arriver récemment avec le plus gros settlement jamais vu de 12 millions de dollars et un policier qui a été acquitté, des policiers qui ont été acquittés. Donc, on sait quand même qu'il y a une tendance du jury à vouloir acquitter la police. Ils veulent que la police soit du bon côté, du côté des gentils. Et malheureusement, et de toute façon, juridiquement, un settlement en droit civil est complètement indépendant du droit criminel. Alors, à partir du moment où vous allez éliminer vos jurys, c'est ce qui vient de se passer. Il y a 2 jurés qui ont dit qu'ils ne pensaient pas pouvoir être objectifs à cause de ce settlement-là, du montant. Mais les autres pensent pouvoir être objectifs. Je ne vois pas de cause à retarder ou annuler le procès. Pour les militants des droits civiques comme Al Sharpton, c'est bien que la famille ait été généreusement compensée, mais ils veulent que les responsables soient punis. Oui, je crois qu'au fond, en dernier ressort, c'est cela le plus important. Et un point supplémentaire par rapport à ce que disait Géraldine, il y a même certains qui analysent le problème différemment. Il y a des membres du jury peuvent très bien se dire, mais au fond, s'il a déjà obtenu, la famille a déjà obtenu 27 millions de dollars, ce qui est une somme relativement colossale, quelque part, il y a déjà eu réparation et être beaucoup plus bienveillant par rapport à la condamnation elle-même. Donc, ça peut marcher dans les 2 sens. Donc, je ne pense pas de mon point de vue que ce soit essentiel. Tant mieux pour la famille. Je suis sûr que la vie de George Floyd vaut bien plus que 27 millions de dollars pour eux et pour tout le monde, même pour moi qui ne le connaissais même pas. Mais le plus important, de mon point de vue, c'est l'impact que ça peut avoir sur les réformes, sur les transformations de la relation entre la police et les citoyens, la police et les minorités, et la police et les Noirs, mais en particulier la police et les hommes noirs dans ce pays. Oui, exactement, c'est le fond du problème. Écoutez, la sélection des jurys se poursuit et l'accusation et la défense devraient commencer à présenter leur cas le 29 mars. Dans un instant, les nominations pour les Oscars. Alors, restez avec nous. Les Américains ont été privés de cinéma pendant 1 an à cause du Covid-19, mais Hollywood a tout de même pu présenter ses films en utilisant des plateformes telles que Netflix, Amazon et Hulu. Il y aura donc une cérémonie des Oscars fin avril et l'Académie du cinéma a annoncé ses nominations. La liste reflète une plus grande diversité que par le passé. Les femmes et les minorités y jouent un plus grand rôle.
Géraldine, vous vivez dans la capitale du cinéma. Quels sont vos commentaires sur la liste des nominés? Alors, écoutez, moi, j'étais assez contente de voir une belle représentation de films différents avec du contenu. On voit que les gens ont un engouement pour le cinéma engagé. Bon, j'ai une petite préférence. Alors, je n'ai pas vu la plupart des films qui sont nommés à Best Picture. Hein, j'ai pas bien choisi apparemment cette année, mais j'aurais une préférence d'après les trailers que j'ai vus pour Judas and the Black Messiah, qui a l'air vraiment fabuleux, et Promising Young Woman, qui, je trouve, sont deux en plus sujets d'actualité qui sont importants pour le public. Oui, c'est intéressant d'ailleurs de voir la diversité des réalisateurs, et des scénaristes et des acteurs et actrices, bien sûr. Vous mentionniez Judas et le Messie noir. Le réalisateur a une mère barbadienne et un père panaméen. En ce qui concerne No Man's Land, qui figure parmi les favoris, il y a la chinoise Zhao, Cléo Zhao. Donc c'est intéressant quand on se souvient que dans le passé, on reprochait aux membres de l'Académie de se concentrer essentiellement sur les productions et sur les artistes blancs. Je me tourne maintenant vers vous, Emilio. Le procès des 7 de Chicago, le Trial of the Chicago 7, est consacré aux 7 accusés restants du parti des Black Panthers après que leur chef, Bobby Seale, a été écarté du groupe pour être jugé séparément. Et là, nous remontons à la Convention démocrate de 1968. Est-ce que ce film, pour vous, professeur, pourrait être un sujet de discussion pour vos étudiants? Absolument, naturellement. Très important, particulièrement quand on prend en compte la situation maintenant ici aux États-Unis, où il y a beaucoup de discussions sur les relations entre les Blancs et les Noirs, etc. C'est-à-dire que c'est un moment très délicat, très difficile. Et ce film peut aider beaucoup. Je me rappelle des autres occasions quand il y a eu des procès très bien connus avec des imputés noirs, qu'il y avait des étudiants qui étaient très, très intéressés dans la décision du tribunal. Et il y a eu beaucoup de discussions entre les étudiants et même pendant les leçons en classe. Et je crois que ça, c'est très bien de voir ce film et de pouvoir le voir et discuter et aider un peu cette grande prise de conscience dans le pays que le racisme est encore très, très fort ici aux États-Unis, particulièrement quand on parle de l'utilisation aussi de la force, des armes à feu et de la relation entre la police et la communauté. C'est intéressant ce retour des Black Panthers qui jouent aussi un rôle dans Judas et le Messie noir. Autre procès, celui intenté par les États-Unis contre la chanteuse Billie Holiday, un film, René Lec, qui a retenu votre attention. Oui, il a retenu mon attention. J'ai presque envie de dire, il a d'abord retenu l'attention de ma fille parce que c'est elle qui m'en a beaucoup parlé, qui m'a parlé de cette chanson mythique qui était une chanson de ralliement du mouvement civique à l'époque que chantait Billie Holiday et qui a été littéralement harcelée, terrorisé par le FBI et les services de renseignement aux États-Unis qui lui demandaient, qui exigeaient qu'elle arrête de chanter cette chanson qui mobilisait les Noirs. J'ai même oublié le titre, c'est Strange Thing, je me souviens plus du titre, mais j'ai pas encore malheureusement vu le film, mais je compte le voir très bientôt. Mais il paraît qu'il est particulièrement intéressant justement par rapport à cette question noire. Alors sur la question rapidement, je voudrais rajouter quelque chose par rapport à Judas and the Black Messiah, c'est que c'est surtout l'histoire de Fred Hampton, et je pense que Fred Hampton est intéressant également aujourd'hui parce que Fred Hampton à l'époque était l'un des rares, sinon vraiment le premier des leaders des Black Panthers à dire non, attention, la lutte n'est pas une lutte pour les Noirs, c'est une lutte pour un changement de système et qui prêchait pour l'alliance entre les Noirs et les Blancs
par rapport à ce combat-là. Et c'est en ce sens-là que très rapidement, le FBI l'a identifié comme quelqu'un de particulièrement dangereux parce qu'effectivement, ce type de message-là, à l'époque, marchait alors que le reste des Black Panthers avait un message qui les marginalisait de facto. Voilà, Claude, voilà, me revient à l'esprit le titre de la chanson de Billie Holiday, c'est Strange Fruit, pas Strange Thing, but Strange Fruit. Et j'invite tout le monde à écouter cette chanson dans ce contexte-là. Personnellement, j'avoue avoir un faible pour Mank, film dédié à Herman Mankiewicz, le scénariste méconnu de l'un de mes films préférés, Citizen Kane. Wells. Ouais. Alors, on verra le 25 avril si j'ai parié sur le bon cheval. Voilà, malheureusement, tout le temps dont nous disposons aujourd'hui. Un grand merci à nos deux invités, Géraldine Tissot-Brown, avocate à Los Angeles, et Emilio Viano, professeur à l'American University. Revenez nous voir. Merci à nos complices réguliers, René Lec, Denis Beaver et Herman Cohen, ainsi qu'à notre producteur-réalisateur Serge Njemba. Et merci à vous qui nous avez suivis. S'il vous plaît, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos questions, vos suggestions et adressez-les à frenchbuzztv.com. À Washington, Claude Porcella. À bientôt.